Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Et on se retrouve avec toute l'équipe en studio pour cette addition, à l'exception de Louis Rigaudière. Mais donc il y a Franck, Adèle, Maëlys, Richard. Merci d'être avec nous et merci à vous, Régis, d'être avec nous pour cette première addition. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, donc belle année 2025 au nom de tous nos auditeurs qui, je le suis sûre, sont ravis de vous retrouver. On va commencer par parler de ces incendies à Los Angeles, puisque justement Louis, qui n'est pas là en studio avec nous, mais m'a fait remonter l'info que nous n'en avions pas encore parlé et que pourtant donc, certains auditeurs réclamaient le sujet. Donc on en a beaucoup parlé en bref d'information. Effectivement, on n'y a pas consacré de sujet. L'occasion donc de se rattraper. Vous, Régis, vous êtes en plus particulièrement lié aux États-Unis, à Los Angeles. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est quelque chose de. Je vais commencer peut-être par cette note un peu personnelle à propos de Los Angeles et de ce qui s'y passe actuellement. Moi, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis comme correspondant de Paris Match et j'ai aussi, ma première épouse était américaine. J'ai 2 enfants qui habitent à Los Angeles et si vous voulez, ce qui s'est passé en particulier à Malibu avec le feu de Pacific Palisades, c'est que pour moi, c'est le théâtre d'une partie de ma vie qui a disparu, qui est partie en fumée. Des petits restos dans lesquels j'allais. Alors, je vais pas me plaindre par rapport à ce que les gens vivent, le drame qu'ils vivent là-bas, qui est incommensurable et qui est absolument incroyable. Mais voilà, c'est quelque chose de très douloureux. Dans la famille de mon ex-femme, il y a eu son oncle a perdu sa maison. Enfin, il y a eu et ils sont dans un mode actuellement de venir en secours aux autres, c'est-à-dire qu'il y a véritablement dans les parties de Los Angeles qui n'ont pas été touchées, heureusement la plupart de la ville, mais il y a une forme d'hébergement de ceux qui ont perdu leur maison. Il y a eu des centaines de maisons qui ont été détruites par le feu, et cette fois-ci, à la différence peut-être des feux précédents, le feu est véritablement rentré dans la ville. Il n'est pas fini, il n'est pas terminé d'ailleurs. Certains foyers sont encore, notamment au nord, arrivent très très près. Ce qui est incroyable, c'est que c'est parfois certains quartiers qui sont comme Bel Air ou Brentwood, qui sont vraiment des quartiers extrêmement cossus. C'est Harrison Ford qui a perdu sa maison, Mel Gibson pour Malibu déjà. Mais mais le feu rentre dans la ville. Et j'avais couvert, moi, quand j'étais correspondant de Paris Match, des feux à San Diego en 2007-2008. Il y avait déjà ces méga feux qui existaient. Mais si vous voulez, il n'y avait pas ils étaient quand même, ça restait quand même sur des communautés, on va dire, périphériques. Là, cette fois-ci, il y a véritablement une forme on a vraiment l'impression que Los Angeles est à 2 doigts de brûler complètement. Le signe Hollywood a été même, encerclé un petit peu par les flammes à un moment. Ils ont réussi à contenir cet incendie. Et puis c'est des décors de théâtre, de films complètement mythiques. Je pense à Mulholland Drive en particulier, à David Lynch. Tous ces endroits-là sont en train de brûler. Et ça, c'est assez terrible. Voilà. Donc c'était un petit mot pour penser un peu à eux, pour penser à ces gens à l'autre bout de la planète, qui me touchent particulièrement. Voilà. Alors, ce qui a mis à nu cet incendie, c'est l'état en même temps du service des pompiers de Los Angeles. Aujourd'hui, il y a des tensions politiques qui en découlent. Le chef qui est une femme, le chef des pompiers de Los Angeles qui avait été nommé, et donc était cette femme au nom de la diversité. Aujourd'hui, certains en profitent pour s'en emparer, expliquer, peut-être qu'avant de promouvoir la diversité, il faudrait promouvoir les compétences. Et en l'occurrence, on est en droit de s'interroger sur celle donc de Madame, elle s'appelle Crowley, je crois. Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'il y a, au-delà de ces feux, ce qui est
totalement en train d'être mise en cause actuellement, c'est la gestion absolument catastrophique par les démocrates des villes de l'Ouest et en général des villes des États-Unis. Il s'est produit ces dernières années une mutation, comme vous le savez, au sein du Parti démocrate, avec l'idéologie wokiste qui a pris le dessus par rapport aux anciens démocrates qui ressemblaient un peu aux républicains. Et là, on est venu à appliquer stricto sensu, c'est pas propre aux États-Unis, comment c'est arrivé avec Justin Trudeau au Canada, c'est-à-dire qu'on se met à appliquer de façon absolue cette idéologie qui veut que les minorités dominent la majorité en gros. Et on s'est mis, pour vous, si vous parlez de la question du Fire Department de Los Angeles, on s'est mis à appliquer une idéologie wokiste qui voulait qu'il fallait chasser l'homme blanc hétérosexuel des pompiers de façon à provoquer l'inclusivité, etc., etc. Enfin, voilà. Donc, on s'est plus attaché à ça. On s'est plus attaché aussi à des préoccupations écologistes où il fallait pas toucher à la nature, où il fallait surtout pas remplir les réservoirs. D'ailleurs, un certain nombre de pompiers se sont retrouvés avec leurs camions sans eau parce que on avait décidé de pas remplir les réservoirs. Donc, bref, voilà, cette idéologie en marche, eh bien, elle a montré tout le côté inepte et tout le côté déconnecté idéologique de ces gens, et en particulier Gavin Newsom, qui est le gouverneur démocrate, libéral, cool de Californie, et qui se retrouve sur la sellette justement à cause justement de l'application de ces programmes. Ouais. Mais au-delà de ça, moi je dirais qu'il y a aussi un drame que traversent ces villes de l'Ouest depuis des années, qui est un drame sanitaire. Je me souviens par exemple, moi d'avoir enquêté au moment de son élection, quand elle est devenue vice-présidente sur Kamala Harris, j'étais allé à San Francisco. Et je vous donne juste une anecdote comme ça et on va passer à autre chose après, mais j'étais allé dans un restaurant rencontrer les personnes qui avaient fait la carrière de Kamala Harris, donc pareil, même coloration que Gavin Newsom, vraiment ultra-libéral, etc. Et je me souviens d'avoir parcouru une rue de San Francisco à l'époque. Bon, j'étais un peu habitué à ce que San Francisco, y ait beaucoup de toxicomanes dans le centre-ville, mais là, tout à coup, j'étais estomaqué par le nombre de toxicomanes, notamment des personnes addictes au fentanyl, qui est une drogue de synthèse absolument terrifiante, qu'on appelle la drogue des zombies. Tout le centre-ville de San Francisco était rempli de ces gens-là. Il n'y avait que ça. Et au milieu, en allant vers ce restaurant, j'étais pratiquement obligé d'enjamber des corps sur le passage. Et je me suis dit à un moment, mais comment on peut être démocrate et comment on peut parler de levée de fonds, comment on peut parler de finalement d'action dans la vie publique quand à côté de chez soi on a des gens qui meurent dans la rue, et cette gestion c'est aussi la gestion des démocrates. Vous me direz, la Californie a du soleil, c'est aussi beaucoup de SDF se déplacent là-bas et beaucoup de pauvres, mais c'est aussi un symptôme de ce qu'est devenu l'Amérique, et ça c'est de la responsabilité aussi des démocrates. Pendant l'ère Biden, ça s'est développé, c'est-à-dire que vous avez non seulement donc des idéologies absolument délirantes qui sont qui mettent en danger la vie des gens à la faveur de ces feux de forêt, mais vous avez une situation sanitaire qui est absolument déplorable dans ces villes, et voilà, et tout ça est révélé en ce moment, et je crois qu'il y a une concomitance dans le temps avec l'arrivée de Trump qui promet de remettre tout ça au clair, et puis un peu la fin, je vais dire, de cette idéologie, de ces expériences wokistes qu'on a vues, et les feux de forêt quelque part viennent mettre un clou au cercueil de cette idéologie wokiste. Alors c'est des feux de forêt à Los Angeles, mais ça fait des années qu'il y a des feux de forêt en permanence, avec à chaque fois le même constat, par exemple, il faut préserver la nature, donc on ne débroussaille pas. Donc, évidemment, le feu progresse beaucoup plus vite que s'il y avait un entretien convenable de la nature, qui n'est pas contre la nature. On a vu la même chose en France aussi. Tous ceux qui étaient pour la prolifération des halliers et des fourrés, évidemment, ont été responsables de l'extension des incendies, alors qu'avec un peu d'agropastoralisme, on aurait laissé les moutons brouter, et voilà, il n'y aurait pas eu de... Je voudrais que vous reveniez juste sur ce point absolument fascinant des réservoirs d'eau vides. Oui.
20% a priori des réservoirs d'eau donc à destination des pompiers sont vides aujourd'hui à Los Angeles. Oui, alors j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui sous-tendait cette démarche à la base. C'est effectivement que la Californie vit une sécheresse depuis un certain nombre d'années, mais est-ce que c'est une raison pour laisser faire ? Est-ce que c'est une raison pour dire finalement l'outil du pompier c'est l'eau donc et de laisser. On a vu vraiment, moi j'ai vu ces scènes notamment à Pacific Palisades par exemple, où des pompiers sont arrivés et voilà, n'avaient pas une goutte d'eau à mettre pour combattre l'incendie. Alors après, il y a le travail des Canadair qui a été absolument incroyable, le travail des hélicos, le Pacifique est à côté, donc il permet effectivement d'aller se réapprovisionner en eau. D'ailleurs, on voit des pilotes faire des prouesses acrobatiques pour arriver à pomper l'eau et ensuite à combattre les incendies. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Mais oui, on se retrouve avec un constat qui fait que des préoccupations, une philosophie ont cette fois-ci clairement mis en péril la vie des gens et en tout cas provoqué ou en tout cas participer de la destruction de leur habitat. Je me permets de vous poser une seconde question en écrasant absolument tout le monde. Il y a une enquête publique qui a été lancée. Et est-ce que aux États-Unis, les enquêtes publiques aboutissent à des choses qu'on ignore généralement en France, en Angleterre, à ce que les véritables responsables soient identifiés et sanctionnés ? Écoutez, oui, c'est, je pense, un petit peu plus clair qu'en France. En tout cas, il y a pas je ne sais pas dans quelle mesure cette enquête mettra, mais en tout cas, je pense que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui espérait faire de se présenter à la prochaine élection présidentielle, qui était une sorte de star montante, même si ça fait pas mal d'années qu'il est star montante du Parti démocrate. Je crois là, ça va être quand même compliqué pour lui. Je ne sais pas s'il y aura en tout cas, les commissions sénatoriales pour inspecter, en fait, se font quand même aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un peu comme en Israël aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu dysfonctionnement, il y a quand même une mise sur la place publique avec des questions posées et les questions posées qui seront posées au Sénat s'il y a une commission d'enquête qui est faite sur la gestion du territoire en Californie et sur la gestion de ces feux. Eh bien, on peut être sûr que ça ira jusqu'au bout et que les vraies questions seront posées. Adèle Rosner. Il y a Volodymyr Zelensky là aussi qui a proposé, je crois ce matin ou hier soir, en tout cas l'information a été donnée dans les médias ce matin, d'envoyer donc des pompiers, 150 pompiers ukrainiens pour aider les États-Unis. Forcément, c'est une aide évidente, mais aussi est-ce que c'est aussi un aspect politique ? Il y a un aspect politique. Vous savez, je mettrai un petit peu si vous me le permettez, ce que dit Volodymyr Zelensky en ce moment, il a aussi conclu un pacte un accord militaire avec le Danemark. Est-ce que cet accord signifiera que si les États-Unis s'emparent du Groenland, l'Ukraine va intervenir contre les États-Unis ? Je ne crois pas, puisque c'est ce qu'a dit Donald Trump. Donc je pense qu'il fait un petit peu démonstration de bonne volonté pour essayer peut-être, dans ce cas-là précis, de se faire bien voir de Donald Trump. Je crois qu'il essaye d'exister et comme la situation en Ukraine, je ne sais pas si on va en parler un petit peu, mais la situation en Ukraine est quand même dans une impasse et en tout cas au minimum dans une impasse, voire dans une situation absolument critique. Moi, j'ai regardé ce qui se passe là sur le front ce matin. Je pense que Volodymyr Zelensky ferait mieux justement d'essayer de consolider ses positions de défense, ou en tout cas de tenter que les Russes ne lui raflent pas plus de territoire, parce que c'est ce qui risque de se produire et que s'occuper des incendies en Californie, je pense que c'est un petit peu présumé de ses forces. Voilà. Oui, puis c'est un petit peu déconnecté de la situation. Alors voilà, merci Adèle pour cette transition parfaite. On a deux autres sujets à aborder. On parlera de l'Algérie ensuite si on en a le temps. Mais donc tout d'abord l'Ukraine. Où en sommes-nous, Régis, puisque vous suivez le dossier de près? Est-ce que l'Ukraine est sur le point de tomber? Écoutez, je vais vous donner... Non, l'Ukraine n'est pas sur le point de tomber déjà, mais je vais vous donner deux chiffres. Je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qui se passe sur le front. Juste un constat, dans
tous les secteurs du front, sauf peut-être à Zaporozhye et à Kherson, où le front ne bouge pas. Dans tous les autres secteurs du front, les Russes avancent. 2 chiffres, les Russes sont à 2 km de Soudja sur le front de Koursk, c'est-à-dire dans la Russie, dans cette fameuse offensive que les Ukrainiens ont fait le 6 août dernier. Donc les Ukrainiens tiennent encore du territoire, mais le QG des Ukrainiens est dans la ville de Soudja et les Russes sont arrivés à 2 km de la ville de Soudja. Autre chiffre, 6 km, ça c'est du côté de Pokrovsk, où là les Russes sont en train de contourner la ville par le sud, qui est une sorte de bastion ukrainien, un des derniers bastions ukrainiens dans le Donbass, et ils sont à 6 km de l'oblast de Dniepro, c'est-à-dire de quitter le Donbass pour conquérir, pour partir à la conquête d'un autre oblast. Alors, ce deuxième chiffre est plus important que le premier parce que Soudja, c'est un peu anecdotique, même si c'est très symbolique et c'est très fort parce que les Ukrainiens tiennent du territoire de la Russie et c'est ça qu'ils ont réussi à démontrer. Pour ce qui est des 6 km jusqu'à l'oblast de Dniepro, pourquoi c'est plus important? Parce que même si le relief ne va pas changer fondamentalement, l'oblast de Dniepro, vous n'avez plus de friches industrielles, donc vous avez moins de possibilités pour les Ukrainiens de dresser des lignes de défense et donc plus de possibilités pour les Russes d'avancer plus vite, voire d'atteindre le Dniepr, ce qui et d'ailleurs quand on regarde l'histoire militaire, à partir du moment en 43-44 quand les Allemands ont perdu dans le Donbass, ils se sont immédiatement repliés de l'autre côté du Dniepr. Donc cette portion de territoire ukrainien qui est quand même assez conséquente est relativement plate et ne présente pas d'aspérité qui permettrait aux Ukrainiens de faire des nouvelles positions de défense. C'est ça qui est dramatique pour l'armée ukrainienne, c'est que plus le temps avance aujourd'hui, plus les négociations tardent, eh bien plus l'Ukraine est susceptible de perdre du territoire, et c'est ce qui risque de se produire, c'est-à-dire on risque de voir une accélération des Russes, même si les Russes n'accélèrent pas autant qu'ils pourraient le faire. C'est-à-dire que pourquoi ça tient à des objectifs qui est la fameuse guerre d'attrition, c'est l'objectif des Russes, c'est-à-dire la destruction de l'armée ukrainienne. C'est pas tellement de prendre énormément de territoire que de détruire son adversaire au maximum. Alors évidemment, il y a aussi l'idée qu'on va rentrer dans des processus de négociation un jour ou l'autre, donc l'idée pour les Russes, c'est de détruire un maximum avant, ou en tout cas plus que de conquérir un maximum. Mais si l'opportunité se présente, évidemment, les Russes iront jusqu'au Dniepr, risqueront de prendre la ville de Dniepro, peut-être celle de Zaporozhye. Il restera la question d'Odessa, la question de Kharkov. Il y a encore plein de choses à voir, mais en tout cas, en ce moment, c'est pas du tout une bonne période pour l'Ukraine. C'était encore pire qu'il y a 6 mois et on se demande jusqu'où ça va s'arrêter. Alors, il y a 2 questions. La première, c'est que l'Union européenne explique qu'elle va suppléer aux États-Unis si jamais les États-Unis ne soutiennent pas l'Ukraine comme il le faudrait selon l'Union européenne. Et d'autre part, vous dites que les négociations n'ont pas encore commencé, mais on a quand même tous le sentiment, avec l'arrivée de Donald Trump, quand bien même il ne serait pas encore élu, qu'au contraire, il y a déjà des négociations en sous-main, à défaut d'être public, c'est-à-dire, voilà, Zelensky parle des pompiers qu'il envoie à Los Angeles, mais peut-être est-il quand même en train déjà de parler, et ce serait même très étonnant que ni Zelensky, ni Trump, ni Poutine ne soient déjà en contact direct ou indirect. Oui, alors je parle de négociations officielles, bien sûr, qu'on se mette autour d'une table et qu'on commence à réfléchir. Non, il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas de choses allant dans ce sens-là. Les négociations, oui, vous avez tout à fait raison. Il y en a probablement avec déjà une esquisse de ce que pourrait présenter Donald Trump avec la question du rattachement de l'Ukraine à l'OTAN, la question du fait de geler le conflit, d'en faire une sorte de Corée bis avec une zone démilitarisée, etc. Donc tout ça, ça a été esquissé. Évidemment, on sait que la question de l'OTAN est inacceptable pour les Russes puisque c'est précisément une des raisons pour laquelle ils font ce conflit. Donc de dire on va faire ce conflit, on va prendre 20% du territoire ukrainien et on va laisser l'Ukraine rentrer dans l'OTAN, ça me paraît absolument absurde. Je pense que Donald Trump en est parfaitement conscient. Là, ce qu'on a vu, c'est des démonstrations d'amitié réciproque entre Poutine et Trump. Poutine félicitant Trump de son élection, le considérant comme un homme courageux puisqu'il a résisté à un attentat, etc. Donc Poutine s'est exprimé là-dessus. Donald Trump lui a dit qu'il était prêt à le rencontrer. Donc il y a une sorte d'échange
incompatibilité entre les deux personnages. Il va y avoir une rencontre qui va être évidemment très médiatisée. La question, c'est dans cette rencontre... quid de Zelensky, quid des Européens, quid des alliés et de l'OTAN finalement, comment ça va pouvoir s'articuler. Et oui, vous avez raison, il y a déjà des discussions qui ont sans doute lieu. Maintenant, la vraie question, le vrai point d'interrogation, c'est pourquoi Poutine s'arrêterait. À partir du moment où le front ukrainien est à deux doigts de craquer, on voit mal l'intérêt des Russes de se dire tiens, on va arrêter tout, à moins d'avoir des conditions peut-être sur la levée des sanctions, peut-être sur la réintégration des Russes dans un processus de sécurité, un nouveau pacte de sécurité entre l'OTAN et la Russie. Voilà, tout ça est évidemment en gestation. Mais d'un point de vue militaire, actuellement, l'avantage est aux Russes, donc ils n'ont aucun intérêt à s'arrêter. On va passer, il nous reste un peu moins de 10 minutes au dernier sujet. Pour une fois, on n'est pas pris par le train. Concernant l'Algérie, Régis Le Sommier, vous avez aussi suivi un peu ce dossier. Où en est déjà la diplomatie française vis-à-vis de l'Algérie ? On sait que c'est très tendu, mais est-ce qu'on est encore en position de force ? Aujourd'hui, on voit qu'on renvoie de notre territoire des influenceurs qui se comportent mal et ne respectent pas les lois françaises. On les renvoie en Algérie et l'Algérie s'octroie le droit de nous renvoyer le colis, si je puis dire. C'est assez inquiétant. Qu'est-ce que ça révèle de notre position ? Moi, je crois, enfin, je regarde comme beaucoup d'autres de façon atterrée l'absence de réaction en fait de la France. Alors, vous me direz comment il y a eu déjà une prise en compte de l'existence de ces individus. On a eu l'impression de découvrir, alors que c'est pas des gens qui sont là, qui c'est pas la première fois qu'ils émettaient des propos, y compris des appels à faire des attentats en France quand même. On est dans l'année de la commémoration de Charlie et on laisse des gens faire des appels à des attentats chez nous, alors qu'ils sont confortablement installés, vivant, profitant finalement de notre territoire, et on laisse déferler cette haine depuis pas mal de temps. Donc déjà ça c'est une vraie interrogation. Ensuite, la question de la diplomatie française. Vous savez, le principal conseiller à l'Élysée d'Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, a démissionné ce week-end sur un fond de différends avec le président sur la gestion de l'Algérie et notamment des relations avec l'Algérie et avec le Maroc, parce que là il y a tout un épisode sur lequel on pourrait revenir, mais ça demanderait pas mal de temps. Donc il y a beaucoup une sorte de fébrilité au sein de la diplomatie et de l'exécutif français, fébrilité qui est liée à une succession de revers. Moi, je pense que les déconvenues de la France en Afrique, je regardais un ministre sénégalais hier qui expliquait, je ne sais plus si c'était le Premier ministre ou si c'était un de ses ministres, mais qu'ils allaient débaptiser les rues portant des noms de généraux, de personnalités françaises à Dakar et dans le pays. C'est quand même incroyable parce que le Sénégal, c'était quand même, l'un des alliés les plus confirmés, les plus fidèles, on va dire, de la France. Quand on en est à un degré de détestation, on commence à débaptiser, à enlever... au-delà du passé colonial, tout ce qu'a pu apporter la France, ça veut dire qu'on est dans une position où la France est haïe et la France est dans une extrême faiblesse. Et diplomatiquement, alors qu'on a les moyens de rétorquer pour l'Algérie, on a quand même des leviers financiers au niveau du droit, au niveau pour le moment, ce ne sont qu'hésitations et on est mis devant un fait accompli où l'Algérie, finalement, nous renvoie quelqu'un qui refuse tout simplement de gérer ces canards boiteux et nous les renvoie. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça la question. Je pense que dans les 2-3 semaines prochaines vont se décider peut-être l'avenir de la diplomatie française, parce que c'est pas en ayant des positions aussi faibles et en apparaissant de façon aussi faible qu'on pourra rebâtir une véritable diplomatie. Alors, vous me direz, avec Emmanuel Macron, ça risque d'être difficile puisqu'il a détruit la diplomatie française volontairement, supprimant le corps des diplomates. Enfin bref, il a pas été. C'est quelqu'un qui est, de ce point de vue-là, une gestion extrêmement personnelle, mais
Le en même temps, malheureusement, n'a donné que du rien du tout au final. Et à tous les niveaux, on a beau voir des gens comme Sébastien Lecornu ou Jean-Noël Barrot essayer d'adopter une rhétorique combative, etc., etc. Mais en fait, en réalité, il se passe rien, quoi. Alors, non seulement il ne se passe rien, mais il y a un truc délicieux, c'est que le gouvernement algérien, raciste, antisémite, militariste, accuse la France d'être d'extrême droite. Ouais, c'est toujours... Ils vont reprendre le vieux mantra classique qui marche très facilement, quoi. Et puis on rappelle la guerre d'Algérie. Vous savez, il y a aussi un véritable conditionnement en Algérie. Quand vous regardez la presse là-bas, vous avez l'impression que la guerre d'Algérie n'est jamais terminée. Donc il y a aussi ça. On conditionne avec une situation victimaire en remettant toujours en reparlant systématiquement des mêmes massacres et de la même de la même blessure que la France et l'Algérie ont vécu dans cette guerre. Donc mais là aussi Emmanuel Macron est responsable parce que c'est lui-même qui a passé son temps à essayer de justifier justement la position de l'Algérie. Mais tout à fait. Et comment il a pris cette position pro-algérienne, on va dire, avant finalement de virer kazakh, puisque en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, là il a franchi le Rubicon du point de vue des Algériens. Et aujourd'hui, une partie de la situation est liée justement à cette nouvelle attitude, on va dire, vis-à-vis du Maroc. Mais Emmanuel Macron a surtout dit au départ que la colonisation était un crime contre l'humanité. À partir du moment où on a dit ça, ça veut dire qu'on ne peut que reprendre la faute éternelle de ce qu'on a fait en Algérie et tout l'héritage français, tout ce qu'on a pu essayer d'y faire ou tout ce qu'on a pu y construire est voué finalement à être détruit à un moment. Si c'est un crime contre l'humanité, il faut le solder, quoi. Voilà. On a reçu François Martin il y a 3 semaines pour parler du cas algérien. Il nous expliquait que ces revendications de la part de l'Algérie, c'est un moyen de politique intérieure pour calmer les foules, parce qu'en fait, ça révèle l'extrême mauvaise gestion du pouvoir algérien. Ça, bien sûr, mais c'est toujours classique quand on a des difficultés en interne, on essaye de masquer ça, soit en déclenchant des guerres, soit en prenant des causes à l'étranger, de façon à relifter son image, ou en tout cas mais nous on fait la même chose. Je veux dire, qu'est-ce que la guerre en Ukraine? C'est une espèce de manière de dire de laver nos consciences, ou de reparler de démocratie quand chez soi on n'est pas tout à fait raccord, ou qu'on peut avoir des comportements ou en tout cas des difficultés. Donc c'est toujours classique, ça c'est un vrai classique d'arriver et de projeter sur l'étranger ou sur une menace possible, de manière évidemment à ça, c'est tout à fait il n'y a pas que l'Algérie qui fait ça. Pardon, j'ai Mais perdu. je voudrais rajouter juste un petit mot sur l'Algérie. C'est que je pense que cette histoire des 6 influenceurs le problème n'est pas tant l'Algérie, parce qu'on entend que ce sont des agents pilotés par Tebboune, etc. Mais en réalité, je pense que ils sont plus la résultante de notre laxisme à nous que d'une véritable volonté des Algériens de nous nuire, même si elle est réelle, mais je pense que c'est plus notre laxisme. Ouais. Si on était moins laxiste, si on ne laissait pas faire des individus pareils, parce que leurs propos, leurs méthodes, leur façon de s'exprimer, finalement, ça tombe sous le coup de la loi, et il n'y a aucune raison que ces gens-là ne soient pas inquiétés. Il a fallu qu'un influenceur algérien les dénonce c'est même pas le travail du ministère de l'Intérieur, c'est un type qui a dit attention, regardez qui sont ces gens, etc., pour que tout à coup ça devient un sujet. Avant, ça n'était pas un sujet, et c'est ça qui est absolument incroyable. Ça a prospéré tranquillement, oui. Voilà. Et Monsieur Darmanin a été à l'intérieur pendant 4 ans, donc il doit les connaître, ces gens-là aussi. Hein. Quand Bruno Retailleau explique qu'il prend les choses en main, qu'il va appliquer une tolérance zéro, est-ce que vous pensez qu'il va y arriver? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, et vous le disiez, ces influenceurs, ils sont légion aujourd'hui en France, et ils ont prospéré pendant des années sans être jamais inquiétés. Donc bon, c'est pas... Ils commencent pas sur un terrain très favorable, Monsieur Retailleau. Mais ce qui est assez difficile actuellement, je pense, c'est la situation politique qui bloque tout. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte avec cette dissolution de
l'Assemblée, où Emmanuel Macron est fragilisé, où il a eu du mal à faire un gouvernement, où il a un gouvernement qui est à demi, on va dire, qui est pas vraiment accepté par les Français, parce qu'on peut pas dire que François Bayrou soit l'expression d'une majorité des Français. Enfin, il n'y a pas une majorité derrière, faut jamais l'oublier, et que on est sur des gouvernements, puisqu'il y a eu Barnier avant, et maintenant il y a Bayrou, qui sont dans la stratégie d'évitement de la censure, voilà, à l'Assemblée. Donc d'éviter d'être censuré à l'Assemblée pour pouvoir continuer son travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des ministres qui s'expriment, qui essayent. Je parlais de Lecornu sur la défense, qui essayent de dresser une politique, mais un petit peu tout seul dans leur coin. Et on a l'impression que Retailleau, on lui demande de faire ce à quoi Darmanin a échoué. C'est-à-dire, justement, de reprendre en main de renverser la vapeur. Pour renverser la vapeur, il faut une cohérence, il faut un président, un premier ministre et un gouvernement qui soient alignés. Là, on est dans une situation où chacun se regarde, se marque à la culotte. Regardez un peu la différence, par exemple, avec la future administration Trump. Vous avez chez Trump des gens comme Musk, alors parfaitement critiquables sur des aspects, mais des gens comme Robert Kennedy Jr., des gens comme Tulsi Gabbard, qui ont rejoint Trump pour appliquer un programme. Je prends juste Robert Kennedy Jr., son obsession, c'est quoi? C'est l'écologie et les questions de santé. Il veut améliorer la santé des Américains, mais il veut le faire vraiment. Et nous, on a des gouvernements qui sont composés avec Bruno Retailleau d'un côté et Laurent Wauquiez, par exemple, qui ne veut pas rentrer au gouvernement parce que il a peur d'handicaper ses chances pour 2027 et l'autre pourrait lui faire de l'ombre, etc., etc. Et la même chose de l'autre côté avec Gabriel Attal qui veut que toutes les autres têtes soient tuées pour que lui puisse se présenter. Est-ce que c'est des gens qui ont le souci de la France? Non. Alors d'un côté, vous avez des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose et qui vont le faire, à mon avis. Et nous, on a une espèce de gouvernement composite, avec des gens qui ont peut-être, pour certains, comme Bruno Retailleau, une bonne volonté, mais en réalité, ça ne s'inscrit nullement dans une démarche d'ensemble où finalement on a l'impression que c'est chacun fait comme il peut dans son coin. Bon, on espère que Bruno Retailleau s'en sortira quand même. Oui, parce que là, il y a quand même une énorme urgence pour la France, quoi. C'est ça qui est terrible. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve lundi prochain. Ça marche.